Bienvenue à tous pour débattre avec nous une nouvelle fois dans le cadre de Future of HR, dans le cadre de tout ce qu'on essaye de raconter sur la digitalisation de cette fonction, la digitalisation des ressources humaines. Là, on va discuter de l'engagement. Alors, pour le coup, le sujet, il est particulièrement approprié au moment, c'est-à-dire il y a effectivement un sujet d'engagement et la façon de savoir si les outils digitaux peuvent aider ou au contraire, sont peut-être un frein à l'engagement, ça c'est une question. Mais de toute façon, le sujet de l'engagement aujourd'hui dans la communauté de travail, de l'ensemble de ceux qui ont été bousculés par ce qu'on a traversé par le choc Covid, ce sujet-là, de toute façon, il est prégnant, il est sans doute au cœur de vos préoccupations et donc ce sera de toute façon très très riche d'échanger là-dessus. Avec nous, justement, deux DRH, Sophie Marchandise, bonjour Sophie, merci de nous rejoindre. Donc, VP HR Transformation pour Ipsen, le laboratoire pharmaceutique, et puis Isabelle Quénon. Bonjour Isabelle. DRH adjointe chez Veolia. Et puis alors, on a une série d'experts avec vous. Gilbert David, bonjour Gilbert. Associé capital humain donc chez Deloitte. Thierry Jordan, expert RH Talentia. Bonjour Thierry. Et Pascal Gramont, bonjour Pascal. VP Brand et Marketing de Cross Knowledge. Voilà, on va pouvoir justement avec vous d'ailleurs regarder l'ensemble des aspects de cette transformation au service de l'engagement des collaborateurs. Mais il faut quand même qu'on commence, Sophie, Isabelle, par ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que sans doute l'ensemble de vos collègues sont en train de vivre en termes d'engagement? Où est-ce que vous en êtes post-Covid, là, post-confinement, sur l'engagement de vos collaborateurs? Isabelle, je commence avec vous. Oui. Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on le saura à la prochaine enquête d'engagement. Mais ce qu'on ressent d'ores et déjà, c'est que sur le sujet de l'engagement, ce qui est vraiment important à cette sortie de crise, je ne suis pas sûre qu'on soit dans la sortie de crise, tout mais à fait. en tout cas sortie absolument. de confinement, déconfinement, et puis la suite, les jours d'avec. Il me semble que le plus important, c'est de conserver la communauté de travail comme un tout. Ouais. Parce que ce qu'on a pu constater pendant la crise, c'est qu'on avait une hétérogénéité des situations très forte, avec des gens qui travaillaient sur le terrain. Nous, chez Veolia, on fait des services essentiels. Donc, une grosse partie de la communauté de travail continuait son activité normale à l'extérieur. Enfin, son activité normale. Ils ont pris des risques aussi pour nous. À un moment, il faut le dire, le rappeler. Oui, et absolument. Je pense que ça aussi, pour toi, c'est des éléments à gérer derrière. Alors, effectivement, ça a été une préoccupation très forte. Enfin, la santé-sécurité est une préoccupation très forte tout court parce qu'on est dans un métier de main-d'œuvre et qui s'exerce sur la voie publique. Donc, chez nous, c'est très important. Donc, on a pris évidemment toutes les mesures et puis on a su dire merci aussi à ces salariés-là. Mais toujours est-il que pendant le confinement, en tout cas, on a eu une partie qui était en télétravail, en gros le support, une partie qui était sur le terrain et que, du coup, il faut qu'on veille, nous, en tant que RH, à ne pas avoir deux communautés séparées qui n'auraient plus de sens collectif. Voilà, donc je pense que sur l'engagement... Hétérogénéité. Pourquoi je me suis lancé dans ce mot, moi? C'est moi qui l'ai dit. Voilà, exactement. Des situations, c'est ton principal sujet. Sophie? Nous aussi, on a beaucoup d'hétérogénéité. On a une hétérogénéité entre deux grosses populations. Nous, on a des visiteurs médicaux qui vont dans les hôpitaux, donc, ou des visiteurs scientifiques. Donc ça, c'est, comme on peut imaginer, très compliqué encore. Et après, on a un pan de population qui a été beaucoup moins directement touché. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est un espèce de faux plat. C'est-à-dire qu'on a eu une énergie énorme pendant le confinement. Et puis là, on voudrait bâtir sur cette énergie, on voudrait bâtir des choses, et en même temps, on manque encore, on voit que le cadre juridique de tout ça, de tout ce qui va se poser là, ça pose énormément de questions, il y a un peu de stress, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, et puis on voit que les mesures, ça va, ça vient, donc c'est quand même très compliqué à gérer. Tu parles, j'ai bien aimé l'image de force centrifuge. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, des forces centrifuges? Les forces centrifuges, c'est ces forces qui nous empêchent de nous concentrer sur ce qu'on voudrait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est capitaliser sur ce qui s'est passé. On voudrait voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de mieux. Et donc, là, c'est vrai qu'on voudrait le faire, mais en même temps, quand tous les 2 jours, on change, un coup, il faut le masque, un coup, il ne faut pas le masque, on revient pas. On se dit, on revient au moins 2 jours par semaine. En fait, finalement, non.
Nous, on a aussi dans les pays, hein, on a une grosse hétérogénéité. Je reviens à l'hétérogénéité, parce qu'en fait, on a par exemple la Chine. Aujourd'hui, la situation est revenue quasi à la normale. On a les États-Unis qui sont dans une situation assez compliquée. Enfin, on a encore un gros patchwork de... Et si on regarde chez nous, ce mot de centrifuge, tout en fait nous attire en dehors de la communauté de travail. On est sans arrêt sollicité par de très très bonnes raisons de Exactement, ne pas ouais. recommencer à travailler comme avant. Voilà, on va dire comme ça. C'est garder cette énergie, cet engagement. Enfin, on est dans le sujet, mais... Comment est-ce que vous regardez ça, Gilbert, Thierry, Gilbert? On vit la même situation. Nous, on travaille dans un métier de service, donc on s'adapte à la situation de nos clients. Effectivement, on a une hétérogénéité des populations. Alors, nous concernant, on a des équipes qui travaillent chez nos clients, donc on s'adapte à la situation de nos clients. On a d'autres équipes qui travaillent plutôt au bureau. Donc, ça pèse sur l'engagement? C'est la grande question. En C'est fait, la c'est le grand paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a mis en place des mesures lors du confinement qui étaient le tout télétravail. Aujourd'hui, on a une grande partie des équipes qui continuent à travailler en télétravail. C'est la situation de nos clients, c'est la situation au bureau également. Donc, on a cette demande de télétravail ou ce besoin de travailler en télétravail, mais on a des équipes qui sentent bien que la présence au bureau est nécessaire, parce que c'est tous les rapports informels que l'on a dans le cadre du travail, notamment dans tout ce qui touche à l'innovation, au travail en groupe. C'est beaucoup plus facile à organiser. Donc, est-ce que ça touche à l'engagement? Non. On continue à avoir des équipes qui sont engagées, mais ça touche véritablement au mode de travail qu'il faut remettre en cause. Je pense que dans les grandes dans les entreprises, chez nos clients, ça touche énormément, ça remet en cause plutôt le middle management, qui doit adapter ses façons de travail. Je pense qu'on va venir vers des grandes questions sur le sens au travail. On va y aller, mais restons sur l'engagement. Mais c'est vrai que, Isabelle, tout le monde le sait, en plus, ton entreprise à toi est dans une opération aujourd'hui particulière. C'est peut-être pas plus mal, finalement, pour relancer l'engagement. C'est ça, en fait, on va peut-être dire, lancez tous une OPA, et comme ça, vous relancez l'engagement de vos collaborateurs. Vous êtes à nouveau focus sur un truc décisif. Je plaisante à moitié. Non. C'est une façon de voir les choses. Non, moi je pense plutôt que ce qui suscite l'engagement, en fait, au fond, l'attachement des salariés à l'entreprise, hein, c'est la façon dont ils sont managés, c'est le sens qu'on donne à leur boulot. Ça, c'est carrément majeur. Après, quand arrive et donc, une perspective... penses que la période est challengée, là? L'engagement est challengé par cette période? Non, mais c'est un point. Je ne pense pas que ce soit challengé, parce que nous, d'abord, on a tenu à revenir au travail présentiel dès le déconfinement. Donc, on a fait ça progressivement jusqu'à l'été. Et je pense que c'est important. Je rejoins tout à fait Gilbert là-dessus. Voilà. Je pense que ça a aussi des impacts sur l'engagement, parce que quelque part, être ensemble, c'est le être ensemble aussi qui fait l'engagement. Hein. Donc, voilà. Après, oui, quand on a une annonce qui concerne l'entreprise et qui est perçue comme une bonne nouvelle pour l'ensemble des salariés, c'est du plus pour l'engagement. C'est du plus. Thierry? Alors, disons que moi, j'ai un double regard différent, parce que finalement, le Talentia, c'est une entreprise comme une autre. Donc, on a vécu également cette période, comme vous, hein, c'est-à-dire on est passé du jour au lendemain à du présentiel, à du distanciel. Alors, étant société d'informatique, cette bascule a été faite techniquement, on va dire. Normalement, oui. Assez facilement. Ouais. On est dans un métier où on n'a pas deux types de population, une qui est forcément au travail chez les clients. Ça, c'est un autre débat, mais travaille physiquement. Donc, on a connu ça en tant qu'entreprise. Et puis, on a un double regard, c'est qu'on a des clients. Nous, comme Crossnage, on est dans le système d'information RH. Ouais. Donc, nos clients nous ont demandé, nous ont challengé nos solutions, entre guillemets, pour eux-mêmes basculer du présentiel au distanciel du jour au lendemain. Donc là, on parle, c'est pas nouveau, hein, du SaaS, du cloud. Heureusement qu'on avait ces solutions-là. Parce que autrement, les connexions alors sans rentrer dans les techniques, par VPN, mais c'est compliqué. Donc heureusement que les éditeurs, au sens large du terme, ont pu proposer à leurs clients depuis quelques années des solutions en SaaS et en cloud pour faire on-off et peuvent se connecter à distance de chez eux. Donc on a ce double regard. Mais là, on peut juste dire un mot, on y reviendra, mais juste dire un mot. C'est-à-dire, le cloud, dans l'ensemble de cette crise, il y avait ceux qui y étaient, ceux qui n'y étaient pas. Et là, pour le coup, il y a une pure ligne de fracture très, très importante. Oui. Il se trouve que nous, on a un parc client, on va dire legacy, où il y a quelques clients encore en solution
sur site. Ouais, voilà. Voilà. Donc on s'est débrouillé pour les accompagner, mais ça a été beaucoup plus compliqué que les clients qui étaient déjà, entre guillemets, connectés en un clic grâce au cloud. Donc ça c'est intéressant. Après, Est-ce qu'on peut oui, je pense qu'on peut le dire d'un mot, parce que il se trouve qu'on travaille régulièrement ensemble, et d'ailleurs je vous poserai la question chez Cross Knowledge, mais sur une boîte comme Talentia, je crois que vous avez vécu en 3 mois une bascule de votre chiffre d'affaires entre la vente de licences classiques et puis le mode SaaS, l'abonnement, le cloud, etc. C'est-à-dire, il y a un momentum très clair et vos clients sont en train de le comprendre très rapidement. Il y a un avant et un après. Voilà. Dans les appels d'offres qu'on recevait avant, alors même s'il y avait une tendance de fond, pas nouveau, sur le SaaS et le cloud. Ouais. C'est pas le Covid qui a inventé le cloud. Ouais. Non, mais évidemment. Mais maintenant, il n'y a plus de débat, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de débat. C'est pas faites-moi 2 propositions. C'est non. C'est quoi votre protection de sécurité? C'est quoi parce que ça ouvre la porte à la sécurité, le cloud. Oui. Hein. Voilà. Donc voilà, on est dans le virage est tourné, quoi. Avant, on était en plein virage. Là, c'est bon, on est dans la ligne droite des Inaudières Pascal, et on y va, quoi. Alors nous, on n'a pas vu la même bascule parce que notre solution était déjà digitale, SaaS, etc. Donc ce qu'on a vu, c'est en revanche une accélération de l'usage et du temps passé sur la plateforme. Donc un petit peu différent de vos clients, mais ils se sont tous engouffrés, évidemment. Ça a été une période propice à l'usage surtout du faites de la digital formation, learning. voilà, Donc forcément, voilà. Et sur l'engagement, mais même encore avec Ouais. une vision périphérique au-delà de Cross Knowledge, de ce que tu peux voir dans les contacts que tu peux avoir avec tes clients, Alors, est-ce que ça perturbe l'engagement, ce qu'on est en train de traverser? pendant la crise, non, parce que toutes les entreprises qui ont pu basculer assez vite en distanciel, il y avait une forme de fierté à arriver à le faire, à rester sur les projets, à les accomplir, etc. Donc, je dirais qu'il y a plus un risque de fatigue dans le temps, mais sur le moment, moi j'ai trouvé toutes les équipes ultra engagées, et quand on fait des enquêtes d'engagement, on a eu des taux peut-être meilleurs qu'avant, 4 points supérieurs à avant. Donc l'engagement, il était là. La question, c'est revenu à la normale. Nous, on est encore à distance. On n'est pas revenu au bureau. Et ça, c'est une période qui est forcément un petit peu plus difficile à gérer. Parce qu'on a vu les familles qui avaient des enfants à la maison, le retour à l'école a été un vrai soulagement, mais ça commençait à devenir un petit peu tendu, et c'est normal. Et donc là, c'est comment on réinvente la façon de travailler et comment on relance des projets. Parce que autant le distanciel est très adapté à plein de choses, autant c'est des vrais sujets de réflexion, de se dire à quel moment c'est adapté et à quel moment on offre de la flexibilité et à quel moment ça devient très compliqué de relancer des projets, de faire de la créativité, de l'intelligence collective juste derrière des écrans. Ouais. Et ça, et c'est cet équilibre-là qu'il faut réinventer quand on n'est pas du tout revenu au bureau. Surtout que, alors, on peut aller dans un autre constat. Sophie, Isabelle. Sophie, l'autonomie, c'est-à-dire la façon dont l'ensemble des people aujourd'hui d'Ipsen a donc traversé tout ça. Est-ce qu'il y a des acquis, tu penses, sur lesquels justement tu ne reviendras pas en arrière? Je pense à l'autonomie, par exemple, que chacun a pu gagner. Oui, alors moi je pense que les gens étaient déjà assez autonomes, mais effectivement là ça a révélé le fait que, moi par exemple je vivais déjà tout à fait au sein de mon équipe, parce que j'ai déjà des personnes qui travaillent complètement à distance. Bon, je suis sur des domaines qui sont plus faciles peut-être à gérer à distance, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça, qu'il y avait un petit peu un blocage psychologique. Alors maintenant ils sont un peu parfois dans le passé complètement de l'autre côté, où il faudrait être complètement à distance. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a de l'autonomie, c'est évident. Hein. Je pense que c'est les outils. Et les outils, qu'est-ce qui se serait passé si cette crise était produite il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans. C'est juste, je pense qu'on n'en serait pas du tout là. Mais oui, mais après, il y a, comme je pense que tout le monde fait le même constat, le travail à la maison, c'est adapté, c'est même très productif pour certaines activités. D'ailleurs, c'est ce que disaient déjà les gens qui étaient en télétravail. La journée que je passe en télétravail, je suis hyper efficace. On voit que c'est moins adapté à un certain nombre d'activités. Donc, il faut qu'on trouve les bons scénarios, quoi. Donc,
fait, elle s'est passée il y a 10 ans, Sophie, cette crise. Ça s'appelait le SRAS. Simplement, les échanges n'étaient pas les mêmes. Et donc, la diffusion et l'ensemble... Non, mais tout ça est... Enfin, bon, bref, mais on sort de... on sort de notre sujet. Isabelle, toi, tu m'as dit, c'est une conviction forte que tu as. Tous les salariés ont gagné en autonomie et on ne reviendra pas en arrière. Oh oui, je pense. Alors après... Moi, j'ai du mal à dire que tout le monde a basculé en télétravail du jour au lendemain, parce que pour moi, c'est pas ça le télétravail. Hein. Ce qu'on a vécu, c'est un déplacement forcé du bureau à la maison. Quand même pas exactement la même chose. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait Sophie. C'est quoi la nuance? Vas-y, c'est quoi la nuance, c'est que personne n'a eu le choix. C'est ça la nuance. Ouais, et je pense qu'elle est capitale. Je pense qu'elle est capitale. Et elle est capitale quand on parle d'engagement, elle est capitale quand on parle de coopération, elle est capitale aussi quand on parle de productivité. Bon, c'était une parenthèse. Oui, l'autonomie, évidemment que tout le monde a gagné en autonomie. Les salariés sur le terrain parce qu'ils avaient peut-être un petit peu moins leur support sous la main, ceux du support parce que du jour au lendemain, on se retrouve à la maison et bien sûr, il faut bien continuer à délivrer. Hein. Donc ça, c'est un acquis durable pour moi. L'autre acquis durable, je pense, c'est les modes de communication. Quand on est une très grosse entreprise, on communique beaucoup en cascade. Hein, donc on a le patron qui s'adresse au top management, qui ensuite va s'adresser au management intermédiaire, et ainsi de suite. Ce qu'on a expérimenté, je pense tous, pendant cette crise, c'est le patron qui parle directement à tous les salariés d'une zone ou d'un pays, ou même de tout le groupe, par des petites vidéos, par des radios, par ce qu'on veut. Mais ça, je pense que ça a donné un petit goût de communication directe qu'à mon sens, on ne pourra pas lâcher. Voilà, ça ne deviendra pas le mode unique de communication, hein, ce n'est pas au patron de communiquer sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, mais je pense que ça va rester. Et puis je dirais aussi la santé-sécurité, parce que, bon, il y a des entreprises dans lesquelles c'est le quotidien, la santé-sécurité. Là, je pense que pour tout le monde, on s'est rendu compte que c'était la priorité absolue. Ouais, c'est ça. Et alors, je te rassure, je ne vais pas te ramener sans arrêt à ce qui est en train de se passer autour de Veolia. C'est l'actualité. Mais par exemple, dans la communication que le board, le top management, Antoine Frérot a pu faire autour de cette opération, tu penses qu'elle a été différente? Je parle en interne, évidemment, en interne. Elle a été différente que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu le passage du Covid avant. Oui, je pense que ça change notre façon de communiquer, mais néanmoins sur un sujet aussi important que celui-là, parce qu'il est très important pour nous, il y aurait eu de toute façon des prises de parole très fortes et très génériques du patron de l'entreprise. Ouais. Sophie, vous avez créé une radio, c'est ça, Oui, on a créé une radio pour la France, qui diffusait toutes les matinées. Donc, ça a eu énormément de succès. Alors, pareil, on l'a arrêté parce que ces dispositifs-là, c'était bien pendant le temps du confinement, mais on a fini par l'arrêter parce qu'il y a aussi un énorme boulot. Mais ça a beaucoup mobilisé, et notamment nos forces de vente qui se retrouvaient un peu. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait sur cette radio? C'était quoi le... Donc, il y avait un peu de divertissement, et puis il y avait aussi chaque matin des interviews de nos managers. Des questions-réponses. Voilà. Donc ça a eu beaucoup de succès. Et c'est amusant qu'un média comme la radio, en fait, on s'aperçoit en temps de crise, c'est un média, voilà, les Français parlent au français, mais c'est un petit côté... non, mais absolument. Non, mais c'est un petit côté magique, je pense, la radio, en fait. Et donc c'est intéressant de voir que ce média-là... C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, du début de discussion, j'en retiens plusieurs choses. Alors je reviens sur l'autonomie. Nos collaborateurs ont gagné en autonomie. À titre personnel, je pense qu'ils n'ont pas gagné en autonomie. Le management a découvert que ses propres collaborateurs étaient beaucoup plus imaginatifs et beaucoup plus autonomes qu'ils ne le pensaient. Je pense que le management, notamment de proximité, et on reviendra sur le management, et peut-être d'autres, a un vrai enjeu de passer d'un reporting où je dis ce qu'il faut faire et je me rassure moi-même, manager, à faire un reporting, à un lâcher-prise où je découvre que mon collaborateur, waouh, quelle capacité d'imagination, de créativité ou d'autonomie. Je pense que c'est une vraie découverte. Autre chose, si je parle des outils, c'est intéressant ce que vous dites sur la radio. C'est là, depuis je ne sais pas combien d'années, on parle de transformation digitale. Nous, éditeurs, on surfe sur cette vague-là. Pas parce que c'est du marketing, parce qu'on y croit. Mais ça avait du mal à démarrer. Et là, ça a été un accélérateur. Faire une radio en RH, qui l'aurait imaginé il n'y a pas très longtemps? La radio, les technologies de radio, les systèmes de radio, les réseaux sociaux d'entreprise, ça existe depuis des années, ça n'a jamais décollé. Parce qu'on n'avait pas le catalyseur pour dire on n'a plus le choix. Le management au-dessus, il a besoin de communiquer. Hop, on fait une radio, pas que le management du dessus. Donc tout d'un coup, des outils qui existent vont enfin être utilisés
dans l'usage que vous voulez en faire et dans le bon usage pour pas que la vie d'avant soit comme la vie d'après. Non, la vie d'après soit comme la vie d'avant. Mais oui, mais elle l'a arrêté sa radio, Sophie. Ah bah, Donc, je- ouais, Parce que je pense que l'idée, c'est dommage. aussi d'utiliser les bons médias au bon moment. Hein. On a quand même toute une palette, effectivement, de choses qui sont disponibles et il faut savoir les utiliser à bon escient. tu Parce as que des sinon, demandes, si- remettez-nous la radio, pourquoi elle a disparu, etc. Le corps social de l'entreprise. Non, mais ça a été annoncé. annoncé comme ça. Non, Ouais. non, ça s'est bien passé. Je pense que ça a correspondu Ça permet d'envoyer aussi un euh, signal de on tourne une page. Voilà, et c'est on ça. sort, On ouais. revient maintenant sur site. Voilà, donc Et puis ça a vous avez été- peut-être d'autres modes de communication qui se mettent en place aussi, de toute façon. Oui, oui, et puis après, c'est plus aussi de la communication à plus petite échelle, enfin, au sein des équipes. Donc, Gilbert, autonomie, communication. Oui, en tout cas, le constat, nous, ce que l'on dit généralement, c'est que la crise a été un accélérateur de la transformation des entreprises. Parce que tout ce que l'on a fait pendant le confinement et finalement ce qu'on continue à faire ou à vouloir mettre en place, ça avait commencé avant. Le télétravail, il y avait des accords de télétravail dans un certain nombre d'entreprises, la communication directe, descendante, la réduction des échanges hiérarchiques. Tous ces points, il y avait certaines entreprises qui travaillaient dessus. Le mode de travail plus sur objectif et non pas sur activité, on le mettait en place aussi dans les entreprises. Donc simplement, effectivement, c'est ce que vous disiez Isabelle, c'est que du jour au lendemain, on y a été contraint. Donc aujourd'hui, il faut garder ces bonnes pratiques. On voit bien les accords de télétravail, on est en train de travailler dessus pour voir comment les mettre en place. Mais effectivement, pour revenir sur toutes les questions d'engagement, le problème, c'est qu'on a fait un sondage post-Covid. On a en gros les 3/4 des collaborateurs pensent que le télétravail, c'est une avancée. De toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière, on le sent bien. Maintenant, on a quasiment le même nombre qui estiment que ça isole les collaborateurs. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est comment continuer à motiver ces collaborateurs, sachant qu'il y a un risque pour certaines catégories socio-professionnelles ou certains collaborateurs d'être de plus en plus isolés parce que le Exactement, travail, c'est tout le sujet. le travail où on se retrouve dans l'entreprise, c'est aussi il y a un phénomène d'entraînement que là il faut recréer et donc c'est tout le travail de l'entreprise en ce moment. C'est ça, qui existe peut-être moins chez Deloitte que chez Veolia, où effectivement vous êtes, comme tu le disais, avec des populations qui sont très hétérogènes et Mais je pense que, dont enfin, il faut mesurer l'engagement. moi, je rejoins tout à fait Gilbert. Hein. Je pense que la difficulté, ou le paradoxe en tout cas, et on a exactement le même sondage. Hein. Ouais. Une majorité écrasante qui pense que le télétravail doit se pérenniser. Mais du côté des fonctions support. Mais partout, oui, évidemment, ceux qui peuvent c'est pas en ça. faire, oui, Ah, bien oui. sûr. Et de l'autre côté, mais du côté des gens qui travaillent sur le terrain, ils n'ont pas envie que leurs collègues des fonctions support soient en télétravail 5 jours par semaine non plus. Hein. Ils ont Mais quand même voilà, envie mais de les voir. Mais Si c'est à respecter. Voilà. Et après, on voit que les salariés, finalement, perçoivent le danger d'isolement. Donc, on est dans ce paradoxe-là. Et moi, j'ai quand même le sentiment, et ça revient à notre notion d'engagement, qu'on va devoir vraiment individualiser le management, en fait. C'est aussi bête que ça. Là où on avait alors, les accords, c'est évidemment extrêmement important. Le dialogue social va beaucoup nous aider dans cette phase-là. Mais derrière, au niveau du management intermédiaire, on a besoin peut-être pas de faire du sur-mesure, mais on sait que tous nos salariés n'ont pas le même besoin de télétravail, n'ont pas la même envie de télétravail. On sait qu'on a des gens qui sont isolés, qui vivent très mal le télétravail. Cela, je pense... Alors attends, quand tu dis on sait, Oui. c'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il faut que tu aies l'outil de mesure pour savoir. Oui. Alors, oui, effectivement, on a plusieurs outils de mesure. Hein. On a déjà la relation managériale, qui est un premier outil de mesure et qui, à mon avis, est le plus important parce que c'est le plus fréquent. Et puis après, on a des outils de mesure type enquête, etc., dans lesquels on peut mesurer ça. D'ailleurs, c'est aussi un acquis de la crise. Hein. On se sert des outils numériques aussi pour ça, pour mesurer le moral des troupes. Et est-ce que ces outils te semblent satisfaisants aujourd'hui? Est-ce que les enquêtes de morale, justement, telles que tu pouvais les faire classiquement, je ne sais pas moi, enquête d'engagement tous les 6 mois, tous les ans, etc., c'est aujourd'hui suffisant? Est-ce qu'il faut en réinventer d'autres? Comment est-ce que tu vois les choses? Peut-être les faire plus fréquemment? Alors, c'est nécessaire, à mon avis, pas suffisant. C'est-à-dire, on a les enquêtes d'engagement qui sont vraiment, on va dire, l'outil institutionnel et très regardé, d'ailleurs. On voit que de plus en plus... nous, par exemple, chez Veolia, le board est très très résultats de l'enquête d'engagement. Enfin, y compris en assemblée générale. Moi, j'ai très vu importantes. monter Oui. ce facteur-là Oui, oui. en assemblée générale dans C'est l'extra-financier. super important et on est bien content d'avoir cet outil-là. Et en plus, on l'a dans le temps. Comme tu dis, c'est récurrent. Donc, ça nous permet de voir comment on progresse ou les champs d'amélioration.
Mais à mon avis, depuis la crise, et surtout depuis le confinement, on a dû développer beaucoup d'outils complémentaires. Donc, soit c'est des outils qui sont soutenus sur des supports type cloud, dans les suites qu'on utilise, soit on a des startups qui... Enfin bon, bref, le marché est vraiment... propose énormément de possibilités. Oui, peu importe, mais on est là pour essayer de... peu importe la de solution, raconter j'ai envie ça, de dire. justement. Peu importe la solution, ce qui compte, c'est de pouvoir mesurer régulièrement le moral des troupes. Ça sert d'abord à avoir une prise de température. Je crois que pour le management, c'est super important. On peut le faire sur le périmètre qu'on veut. C'est pas forcément tout le monde, les mêmes questions au même moment. On peut le faire avec une récurrence parce que les outils sont tellement agiles, tellement faciles et permettent de gagner tellement de temps dans la compilation des réponses que du coup, on peut le faire vraiment très souvent, si on veut. On peut viser telle ou telle problématique. Donc, premier point, la température, super important. Deuxième point, très bon outil de remonter des pain points, hein, comme Ouais, on c'est dit en ça. bon français, les irritants. On peut remonter ça vraiment quasiment à la minute, traiter en temps réel. Et ça, c'est super intéressant parce que pour le moral des troupes et pour l'engagement derrière, il suffit pas de dire qu'on va le faire. Quand on le fait, ça a quand même un impact très très fort. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça, on va en Ouais. parler. Je t'en prie. Les Sophie. gens se sentent écoutés en fait dans ces outils-là. En fait, hein, c'est aussi un moyen de. Ça veut dire que même chose pour toi chez Ipsen. Oui, alors on a mis en multiplication des place enquêtes. ce qu'on appelle des pulse surveys, enfin des petites enquêtes ponctuelles sur pas mal, la plupart de des gros pays, hein, pour voir un peu comment les gens se sentaient, quelles étaient leurs priorités, sur quoi ils souffraient dans la situation actuelle, voilà. Et donc, quand tu dis pulse survey, c'est alors la pulsation, c'est quoi? C'est toutes les semaines, c'est quoi la Là, fréquence? je crois, on a dû faire 3 enquêtes en France en tout cas, et aux États-Unis c'était pareil, je crois. Depuis le déconfinement. Ouais, ouais. Ah non, et pendant le confinement Et aussi. pendant on le en a fait aussi confinement pendant aussi. le Ouais, confinement, pendant le surtout, confinement. ça a été. Donc à la fois, ça permet de tester comment les gens se sentent, et ensuite de tester aussi quelques options pour le futur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des outils qui sont assez fantastiques de ce point de vue-là, et qui sont complémentaires. Je te rejoins tout à fait sur le côté. Il y a l'enquête tous les ans, tous les 2 ans, qui permet de mesurer vraiment l'engagement, et puis il y a les petites enquêtes comme ça. Pascal? Je pense que l'outil était déjà là, qui permettait de faire ces enquêtes. Ce qui a changé, c'est le contenu. On ne pose plus tout à fait les mêmes questions avec la crise. C'est qu'on a voulu connaître peut-être de façon plus précise encore le bien-être pendant ce moment qui était difficile. Et du coup, ça a créé aussi d'autres relations. Je pense entre le manager, quand on débriefe de ces sujets-là, il y avait un focus sur la santé, le bien-être, le moral, qu'il n'y avait pas forcément avant, ou pas à ce même degré. Et qu'il va Donc, falloir garder. et qui va être là pour longtemps, oui, je pense. Ouais. C'est comme la surcommunication, je suis d'accord. Il y a eu un besoin de surcommunication. Et c'est d'ailleurs là où les outils ont le plus évolué, je trouve, pendant cette période-là. Ça a été les outils de communication en vidéo, qui, eux, en 6 mois, ont fait des avancées qu'ils n'avaient pas fait en plusieurs années. Donc, c'est bien que ça a été utilisé, surutilisé. Et ça crée de nouvelles formes de communication. Être capable de lever la main dans une réunion où il y a 400 personnes pour poser une question, oui, ça change la façon d'organiser la communication. Thierry. C'est certain que les outils de vidéo. Mais restons sur la mesure de l'engagement. Parce que, ok. Non, parce qu'effectivement, là, sur les réunions, là, il y a des choses passionnantes qui se sont passées, Je peux notamment dans le rapport homme-femme, je crois. Voilà, je peux qu'amplifier ce qu'il vient de dire. C'est effectivement. Il faut mettre un peu de provocation dans la communication, donc je vais le mettre, entre des choses qui étaient des goodies, voilà, Ouais, c'est ou ça. des choses qui étaient, il fallait le faire, l'enquête de satisfaction collaborateur annuelle, voilà. On faisait une enquête, puis on se demandait est-ce que, en tant que collaborateur, hein, ça n'engage que moi, on se demandait quelle question on faisait. On passe à un truc qui n'est plus un goodies, qui devient essentiel. Parce qu'il y a une prise de conscience avant le Covid, hein, que la vraie transformation de l'entreprise, elle sera faite par les collaborateurs et les collaborateurs engagés. Or, on mesure l'engagement depuis des années, une baisse de l'engagement. Les gens travaillent, mais ne se sentent pas engagés. On reviendra à quel est le sens donné à leur travail. Et donc voilà. Donc face à ce désengagement, on mettait des enquêtes, etc. On n'en faisait rien. Et maintenant, il faut les mesurer. Et on les mesure à une fréquence beaucoup plus soutenue, d'une manière beaucoup plus fine. D'ailleurs, que ce soit des éditeurs institutionnels ou que ce soit les startups, il y a plein de startups qui se sont lancées dans la mesure de l'engagement. Il y a des startups où chaque matin, je déclare mon humeur sur mon smartphone, par exemple. Voilà. Alors, ça peut être goodies ou ça peut être analyser les signaux faibles. Parce qu'on peut analyser les signaux forts à travers les enquêtes,
il est intéressant de les coupler avec l'analyse des signaux faibles, avec des choses beaucoup plus légères. Donc, c'est plus un goodies, ça devient essentiel. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toute cette mesure? C'est comment on refait redescendre, comment on transforme, comment on donne du sens. Surtout, on règle les pain points, voilà. Oui, parce nous que a dit par rapport à Isabelle. l'engagement qui est vraiment, dites-nous votre engagement, là, ces enquêtes-là, on peut les tourner beaucoup plus vers l'opérationnel, vers la proposition de solutions, et on demande aux gens de se positionner par rapport à ces solutions. Donc l'objectif est vraiment très très différent sur ces enquêtes-là. Et là, on passe sur un mode, alors ça va poser la question du management, hein, parce que là, on passe sur un mode finalement, à une époque, on disait le RH, il est partenaire du manager, business partenaire. Aujourd'hui, si je rebondis sur ce que vous dites, non, le RH, il est intrusif. Je suis un peu provocateur, mais il est intrusif. Je mesure. C'est-à-dire qu'il va mesurer l'engagement des collaborateurs à la place du manager, c'est ça que tu... mais je demande au collaborateur des idées. Je lui soumets directement des idées. Ouais. Et là, je pense que le vrai enjeu d'après... Non, je ne pense pas, parce qu'on peut le faire aussi à tous les niveaux. Un manager peut aussi le faire très facilement avec sa propre équipe. Exactement, et je pense que ça permet de donner justement, de communiquer ces signaux au management et notamment de redonner un rôle au manager de proximité. Je pense que le manager de proximité, du coup, a eu son rôle et sa relation avec ses équipes et ses collaborateurs a totalement évolué parce que on va, si on veut être sûr de ne pas perdre des collaborateurs aujourd'hui avec un mode de travail où il y a beaucoup moins de présentiel, le manager de proximité, il se doit de faire un accompagnement, un suivi, une individualisation de ses équipes. Donc il change. Et pour cela, effectivement, il peut avoir un certain nombre d'outils à sa disposition. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas dit que vous vouliez forcément postponer, enfin, se débarrasser du manager. Je pense que le management, entre guillemets, intermédiaire, celui qui faisait le relais entre la stratégie et le collaborateur, entre le télétravail, les outils utilisés pour ne pas rompre ce lien présentiel et la bonne utilisation de ces outils, et ce qu'on va lui demander, le management change, et il doit changer. Moi, je dirais qu'il a changé. Il a changé. Mais Je dirais qu'il a changé parce que dans l'expérience que j'en ai eue chez Veolia, tout ce que je viens de relater, rien n'a été lancé par la DRH. Tout a été lancé par des managers. Et puis on s'est aperçu que par génération spontanée, comme ça, on avait... Je veux dire les enquêtes de plus en plus fines. Les enquêtes sur un périmètre, sur un service, sur un pays, sur même une BU. Tout a été lancé chez nous par des managers. Et il y a le truc dont parlait Thierry là de... Pendant le confinement. Pendant le confinement. Pendant le confinement, absolument. Comme quoi, pendant le confinement. Mais parce que le manager, c'est exactement ce que dit Thierry, il en a besoin de ces données-là. Il a besoin de prendre la température de son équipe. Il les a pas sous la main. C'est ça qui change. Oui, c'est ça. Et à un moment, il y a un temps physique, tu peux pas les appeler tous les jours. Voilà. Exactement. Ouais. Et puis, en les appelant tous les jours, on s'en est, je pense, tous rendu compte pendant le confinement, il y a un moment où ça s'émousse un peu. Ça n'a plus la même force. Tous les appeler dans la première semaine, c'est super important. Et pour les managers aussi, c'est super important. Mais ça s'émousse. Et comme vous disiez, on a besoin d'une boîte à outils, de plein de trucs différents. On a besoin des enquêtes d'engagement, on a besoin du téléphone, on a besoin de la vidéoconf, on a besoin de tout ça. Mais c'est les managers qui ont commencé. Et vous avez cet outil dont il parle là, où vous donnez votre morale tous les jours on n'a en pas arrivant encore au ça. boulot? On n'a pas encore ça, mais on a des enquêtes chez nous qui ont lieu dans certains services qui en sont devenus très friands. Et puis bon, il faut bien reconnaître que quand on lance ça, ça peut pas être un one shot. Ça marche pas comme ça. C'est ça. Voilà. Donc il faut le suivi, il faut recommencer régulièrement, être cohérent dans les questions qu'on pose entre une enquête et la suivante, puis surtout avoir fait des trucs entre les deux. Parce que les pain points là, dont je parlais, qui sont souvent dans les verbatim d'ailleurs, si vous regardez, les verbatim sont toujours très riches pour analyser. Il faut que quelque chose se passe. Sinon, à l'enquête suivante, je crains qu'on ait très peu de participants. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je connaissais un outil aussi comme ça, on me dit le matin. Enfin, on l'a fait sur certaines équipes qui avaient parfois qui étaient en grosse difficulté managériale, par exemple. Mais je trouve que c'est un peu goodies. Alors, on parlait des goodies, voilà. C'est un peu des usages goodies. Il faut qu'on fasse très attention par rapport à ce genre de... Votre humeur ne dépend pas quand même à 100% de travail. l'entreprise. Enfin, Voilà, c'est ça, exactement. C'était vraiment l'esprit. C'était vraiment l'esprit. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit les limites des bonnes idées, entre guillemets. Mais c'est pour ça que je parlais d'analyse des signaux forts et d'analyse des signaux faibles. Tu as pas raison, absolument. Ouais. Les signaux faibles, bien sûr, l'humeur. Il y a plein de choses qui dépendent de l'humeur. Voilà, je me suis engueulé ce matin avec mes enfants, forcément. Ouais, très bien. Mais c'est pas l'humeur instantanée qui compte, c'est l'évolution. Ouais. L'analyse, elle doit se faire sur l'évolution. Ouais.
Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais je suis Oui, puis il d'accord. faut se méfier des messages subliminaux qu'on envoie avec ce genre d'outils, en fait. Hein. On n'est pas non plus voilà, les papas Ouais, et les mamans des gens, en fait. Hein. Donc, je trouve que... Et ça, il faut que dans tous les outils qui fleurissent énormément, il y a maintenant une vague d'outils qui arrivent énormément sur le bien-être. Et c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à analyser aussi jusqu'à quel point on va là-dedans, on est responsable de ça. Est-ce qu'on est là que pour le bien-être? Et on est aussi une entreprise hein, pour que les choses avancent. Donc il y a des tas de questions à se poser par rapport à ça, et je trouve que ce genre d'outil était un peu à la limite. Ouais. Pascal. Oui, c'était un peu dans le débat. Oui, après, c'est la notion de... c'est très utilisé par le monde des startups, c'est le test and learn. Aujourd'hui, on passe dans un monde, notamment sur les outils. Avant, on prenait un outil, on réfléchissait, on faisait des croquis, des charges, on faisait des longues mises en œuvre, etc. Okay, peut-être sur certains outils structurants, c'est important. À maintenant, un usage... Alors, aidé par tout ce qui est SaaS et cloud, hein, un usage où, oh, tiens, il y a un truc intéressant, je le prends, je le plug, je teste sur une population, je teste sur l'ensemble de la population, c'est trop goodies, je passe à autre chose. Donc, il y a une consumérisation des outils mis à disposition qui peut nous mettre... Oui, mais avec les... Alors, non, mais on va en parler, Thierry, on va en parler parce que derrière, il y a aussi des... Enfin, les deux DRH sont là, m'ont dit il faut faire très attention non plus à ne pas sursolliciter l'ensemble de ceux dont on doit s'occuper avec des outils. Pascal, comment est-ce que tu regardes ce qu'on est en train de se dire? Je rebondis sur le bien-être parce qu'on l'a vu dans la consommation pendant la crise de digital learning. Il y avait une surconsommation de sujets plutôt bien-être, etc. Donc il y avait un vrai besoin. Donc c'était très bien qu'ils puissent le trouver à un endroit. Et c'est aussi un baromètre de voir à quel moment ça va rebaisser et évoluer vers autre chose. Il y avait aussi tout simplement qu'on avait le temps, non? Au-delà d'une temps, demande particulière liée à la période. Absolument, mais dans les sujets qui étaient regardés, plutôt que la digitalisation ou la finance ou le management ou le leadership, il y avait une surconsommation de sujets plus liés au bien-être, l'assertivité, enfin des côtés soft skills qui devenaient plus intéressants pendant cette période-là. Très, très intéressant. Et ensuite, sur les outils, je dirais aussi qu'on peut voir par moments de la fatigue, entre guillemets, et que c'est l'engagement, c'est la place de l'entreprise à un instant, et la sursollicitation peut aussi créer un peu de fatigue. Mais alors, si on rebondit là-dessus, Isabelle, Sophie, sur la formation, donc évidemment la formation digitale, la formation à distance, là aussi vous avez, j'imagine, connu un boom, enfin vous nous l'avez dit, plus et un boulevard. 50% de temps passé en fait. Mais est-ce que pour vous, toujours dans cette idée d'engagement, puisque on est bel et bien là, ce que nous dit Pascal, c'est-à-dire développement des soft skills, bien-être, tous ces éléments qui pouvaient peut-être sembler un peu éloignés des besoins de l'entreprise, ils vont maintenant rentrer dans un champ de formation qui vous semble adapté à ce que peut proposer une entreprise. Oui, je ne sais pas si on déplacera autant nos focus. Hein, c'est un petit peu ce que disait Sophie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on reste des entreprises qui sont dirigées, orientées vers leur but et leur finalité propre. Je pense que le bien-être et la question de la qualité de vie au travail, c'était déjà présent. Ouais, voilà. Après, ce qui change effectivement, c'est que maintenant, on a des façons d'administrer de la montée en compétences qui sont plus agiles, qui sont plus faciles. Et quand on a des personnes qui ont un peu plus de temps, effectivement, on est bien content de trouver ce type de solution. Donc oui, bien sûr, la formation, super important. Après, voilà, c'est pas le seul usage du digital qu'on puisse avoir. C'est un usage très important et je pense que dans toutes nos entreprises, ça a explosé, évidemment, au moment du confinement, hein, bien sûr. Et puis ça non plus, ça va pas s'arrêter. Sophie ? Oui, je pense que c'est pareil. Après, avec une grosse différence entre les populations qui avaient plus de temps et les autres. Hein. Moi, je prends l'exemple de mon équipe, c'était totalement transparent. J'ai même pas vu, sauf que je travaillais chez moi, le reste, ça n'a pas changé du tout. Il y avait des projets, il continue d'y avoir des projets.
Et après, il y a des équipes, oui, qui avaient un peu plus de temps et une petite respiration pour regarder des formations sur les soft skills ou pour faire, il y avait même du yoga, des séances, voilà, des trucs un peu plus... donc c'est très bien, mais je pense que ça va... Et ça on va peut aider revenir. à l'engagement, ça, ou c'est goodies, comme tu disais tout à l'heure? Non, je pense que ça aide à l'engagement. Il y avait toute une tendance de fond poussée aussi par les startups pour faire aussi de l'entreprise un monde plus convivial aussi, avec on sait la fameuse table de ping-pong dans les. Mais il y a un peu de, il y a Ça, aussi c'est de le goodies données. de tous les goodies, quand Oui, même. mais il y a quand même le une ping-pong. petite attente à ce que on crée du vivre ensemble, on revienne à des choses qui sont pas forcément des choses chères, des choses, mais des choses où on crée vraiment du lien entre les gens. Et ça, je pense qu'il va vraiment, ça va revenir très en force, puisque quand on va revenir peut-être moins longtemps sur nos lieux de travail, on va vouloir aussi faire des activités un peu comme ça, recréer ce type d'activités. Gilbert? Oui, lors du confinement, effectivement, il y a eu un besoin d'émulation, de se retrouver. Donc, on a utilisé tous les outils possibles. Et effectivement, on a assisté à une grande solidarité entre les collaborateurs. Mais aujourd'hui, on essaie de rentrer dans un mode de travail plus conventionnel, mais tout en gardant les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place ou acquérir lors du confinement. Donc il y a un effet de balancier. Je pense qu'on va retrouver finalement le bon dosage on essaie de le mettre en place, le bon dosage sur tous ces aspects de communication, d'onboarding, d'engagement. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Isabelle, tu m'as dit, justement, puisqu'on parle du manager et on va... tu veux un manager maintenant qui va devoir créer des communautés. Ah oui, alors non, c'est pas forcément le manager, mais les communautés, ça fait partie des acquis de la crise aussi. Thierry disait tout à l'heure, on a essayé de faire des réseaux sociaux d'entreprise, tout ça, ça n'a pas marché. Bon, nous, je sais pas, Ça repart, ça j'ai va pas l'impression, marcher. d'ailleurs, en ce moment. Oui. Ce qui repart surtout, me semble-t-il, c'est les communautés. C'est tous les outils qui nous servent à partager de la connaissance, des informations, du savoir-faire. Nous, on en avait déjà pas mal chez Veolia. Bon, on se servait beaucoup de ça parce qu'encore une fois, on est sur une suite bien connue qui nous permet de faire ça. Mais ce qu'on a vu, c'est que pendant la crise, on avait des générations spontanées de communautés, non institutionnelles. Mais pour autant, avec beaucoup de contenu professionnel, travail. Et donc, je pense que là, tout l'enjeu, c'est sortie de crise. C'est-à-dire que ces communautés, elles ont très très bien fonctionné pendant la crise. Tu peux nous donner un exemple concret de ce que ça peut être? Communauté de techniciens de station d'épuration, par exemple. C'est ça. Voilà, qui vont partager des petits tips, des choses. Qui se mettent à échanger entre eux. Exactement. Alors qu'ils le faisaient Professionnel. pas. Professionnel. Si, ils le faisaient, mais je pense que le fait qu'on ait cette crise et qu'on doit faire de la distanciation, du confinement et des choses comme ça, les échanges, ils sont quand même moins faciles dans l'entreprise. Voilà, c'est pas un débat sur le télétravail, mais c'est un peu ce que disait Gilbert tout à l'heure. Quand on n'est pas tous ensemble, on est quand même moins créatif, on est quand même moins... voilà. Ça, c'est, je pense, un peu démontré. Donc, ces communautés, elles ont cet intérêt-là, de garder une forme de lien qui n'est pas optimal, qui n'est pas le même que celui qu'on aurait en direct, mais de garder une forme de lien, d'échanger des informations, etc. Et nous, on a constaté, pendant le confinement, des générations spontanées, beaucoup de générations spontanées de communautés. Et on constate qu'elles continuent à vivre après. Donc ça, c'est un acquis de la crise et c'est vraiment ce que nous permet le digital. Mais c'est super intéressant parce que là aussi, on enfonce une porte ouverte quand on dit comment retrouver la machine à café. Mais là, tu me dis qu'en fait, c'est une machine à café immense finalement. C'est une machine à café de toute l'entreprise où les gars discutent entre eux tranquillement, de manière informelle, oui, mais sur des moments qu'ils choisissent. Oui, mais je pense pas que ça remplace la machine à café quand même. Voilà, parce qu'il manque l'informel. C'est une autre. Ouais. Il manque l'informel et l'informel, il est capital pour travailler ensemble, pour gérer des projets, pour avoir de la créativité et puis pour se sentir bien dans sa communauté de travail. On a besoin de ce lien social. Je pense qu'il est capital. Donc non, il n'y a rien qui remplace la machine à café en vérité. On n'a pas besoin de la fréquenter forcément 5 jours sur 5 Monsieur du Selecta, matin au c'est soir. votre heure de gloire. Voilà. Je ne sais pas s'il existe Merci quelque part. Selecta. Ou ses concurrents, pardon. Non, concurrents. voilà. Oui, non, on est neutre là-dessus. On est totalement neutre. Absolument. Mais c'est votre heure de gloire. Par contre, pour amplifier ce que vous dites, je pense qu'on est passé et reprendre une expression. Vas-y. On est passé d'une machine à café physique, voilà, un peu très informelle, et souvent beaucoup de choses qui se passent dans l'informel et qui laissent pas de traces. Hein. Donc, dans le renouvellement, entre guillemets, pas des générations, mais le renouvellement des effectifs, des fois, c'est un peu embêtant, ça. Oui. À un outillage qui existe, j'insiste, qui existait mais qui n'était pas utilisé. Je reprends mon exemple des réseaux sociaux d'entreprise. Souvent, ça a été imposé par le top. Et on disait,
allez-y, créez vos trucs. Ça ne marchait pas. Et là, finalement, on peut trouver le même type d'outils, un peu plus évolués, un peu différemment, mais... Et la génération spontanée. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on recrée une machine à café virtuelle. Donc, tiens, il y a un truc qui traîne dans un coin. OK, je l'utilise et je crée mes communautés spontanées. C'est intéressant, ça, cette vision top-down. Et finalement, ça marche quand ça vient du bas, quoi. Mais ça veut dire Et qu'il y a un un petit employé geek fait dans un... partie de plein de communautés différentes. Donc effectivement, Voilà. son identité devient beaucoup plus éclatée. Il s'aperçoit qu'il est dans plein de communautés. C'était différent. Beaucoup d'entreprises... On appartient à plein de communautés, de par les projets, de par soit son niveau dans la managériale, soit par... Enfin, on a plein d'identités qui sont reflétées de plus en plus par ça. Et tu as constaté la même chose, Sophie? Moi, je ne sais pas si ça... il se trouve qu'on a mis en place en parallèle, effectivement, des outils qui ont permis de porter ça. Est-ce que c'était lié au confinement? Je ne sais pas. Ça a été plutôt un meilleur outil que ce qu'on avait. Effectivement, avant, les réseaux sociaux, entre guillemets, ça n'a pas du tout pris. Ouais. Et ça n'a pas du tout pris. Pareil, il faut trouver le bon outil adapté à chacun des besoins. Parfois, on a besoin d'outils structurés pour vraiment garder de l'information structurée. Et puis, il y a des outils beaucoup plus spontanés et qui marchent maintenant. Ouais. Et puis c'est l'usage, c'est qu'à l'époque, quand on parlait des réseaux sociaux d'entreprise, on a cherché à les mettre en place, mais pourquoi faire, hein? À l'époque, il y avait d'autres outils ou d'autres moyens de communication qui suffisaient. Aujourd'hui, effectivement, il a fallu trouver tous les outils possibles pour pouvoir communiquer, parce qu'on était confinés à l'époque. Donc aujourd'hui, et puis alors on a eu, nos consultants ont été très très innovants pour aller rechercher tous les outils possibles et inimaginables. On en a gardé un certain nombre, hein, et aujourd'hui, effectivement, on continue à les utiliser parce que ça répond à un besoin, mais effectivement, ça ne remplace pas toute la communication informelle. On parle toujours d'efficience, de productivité. Aujourd'hui, l'utilisation de tous ces outils, elle est très bonne pour pouvoir adresser un point particulier, répondre à une question, mais tout l'informel aussi, ça n'y répond pas forcément aussi. Donc, on a besoin des deux, en fait. Si on parle chapitre onboarding, talent acquisition, etc., là aussi, il y a forcément des questions qui se posent. Qu'est-ce que les outils digitaux peuvent faire? Alors, pour vous aider là-dedans, mais on reste dans une perspective de renforcer l'engagement et cultiver l'engagement autour de l'entreprise. Nous, on avait déjà un onboarding en partie digital. En fait, l'onboarding, c'est quelque chose de très complexe, hein, et il y a beaucoup d'aspects. En fait, nous, on avait fait tout un mapping de tout ce que quelqu'un reçoit lors d'un onboarding. C'est énorme, hein, comme information. Et il y a plein de niveaux différents. Donc, on avait un onboarding virtuel, mais qui sert qu'à une partie, hein. Après, il y a tout le manager qui s'est retrouvé quand il devait onboarder quelqu'un. Vraiment mis à contribution. On avait créé, nous, ce qu'on appelait des petits-déj onboarding au niveau de notre site. Bon, le petit-déj, on l'a fait en virtuel. Bon, voilà, c'est toujours un peu... Mais c'est vrai que ça fait un peu... Voilà, c'est très bien d'avoir suivi cette initiative. Je pense qu'ils seront très contents de retrouver des vrais petits-déj avec des vrais croissants. On est aux limites de la digitalisation sur ces éléments-là? Je pense, oui, parce que quand on arrive dans une entreprise, c'est quand même très compliqué d'arriver dans des périodes où toute personne n'est au bureau, parce qu'on a un besoin énorme de capter de l'information, de capter ce qui se passe. Donc il y a tout cet aspect-là qui est quand même très, très compliqué. Hein. Isabelle? Moi, je suis d'accord sur la limite. Je suis d'accord sur la limite. Autant la RH, c'est vraiment un champ sur lequel on se sert énormément des outils digitaux. Et peut-être un des champs, enfin ça, Gilbert pourra nous le dire, où dans l'entreprise, on développe vraiment énormément et peut-être le plus les outils digitaux. Mais néanmoins, on trouve la limite. Tu penses ça Ah oui, je pense. Quand je regarde la RH plus que il y a la 10 finance ans et la RH d'aujourd'hui, enfin, je sais pas, Gilbert. Gilbert, t'es d'accord? Pardon, mais évidemment, je pense que le domaine de la RH a été finalement le premier domaine peut-être à mettre en place tout ce qui était plateforme collaborateur, portail, à utiliser des outils en mode cloud. Hein, le SaaS sont les process RH qui les premiers ont été en mode SaaS. Aujourd'hui, on voit que la finance, la paye rentre dans le SaaS, mais ça fait 10 ans déjà que le monde RH a basculé dedans. Après, c'est pas non plus la panacée. Voilà, c'est exactement ce que dit Sophie. Ça nous permet de faire plein de trucs. Quand il y a des choses qu'on est obligé de faire à distance au lieu de les faire en présentiel, on s'adapte. Il y a quand même des tas de situations où c'est moins bien. Ouais. C'est moins bien, le petit-déj, c'est moins bien quand même que quand on est ensemble. Nous, on a le PDG qui est arrivé un nouveau PDG qui est arrivé pendant
juste après le confinement. Effectivement, lui, il voudrait aller visiter tous les sites, quoi. Hein. Donc là, à raison d'une quarantaine avant, une quarantaine arrière, c'est un peu compliqué. Alors, par exemple, il a utilisé un robot pour aller visiter un site, parce qu'on avait un système de robots qui se balade avec un iPad et les gens peuvent parler au robot. Enfin bon, il y a des tas de succès d'années comme ça, mais Aldebaran Robotics, voilà, mais je connais ce robot et Voilà. il est né pas très très loin d'ici. Voilà, Tout à fait. donc c'est très sympa, mais je pense que quand même pour lui c'est très frustrant de Il y a ne pas pouvoir beaucoup de aller frustration. rencontrer les équipes sur les sites, quoi. Je crois que la dimension frustration, elle est très importante. Hein. Nous, on a recruté c'est la première fois de ma vie professionnelle que ça m'arrive, on a recruté un cadre sup, mais vraiment sup, entièrement à distance, pour une de nos géographies. Bon, alors on va voir, on était tous très frustrés quand même, et je pense lui aussi, hein, de ne pas se rencontrer physiquement, mais au final, on l'a fait, parce qu'on s'est dit, si on ne le fait pas là, on reporte de 6 mois ou d'1 an le moment où on pourra se déplacer. Il y a des tas de process RH qui sont aussi très importants, je pense, pour tous les salariés. Les plans de succession, les entretiens de mobilité, toutes ces choses-là, on peut les faire à distance. On a moins d'informations, nous, en tant que RH, quand on le fait à distance. On perd le non-verbal, on perd l'informel, on perd tout ça. Voilà. Et tu peux perdre aussi une forme d'engagement de la part du salarié si tu le fais à distance. Il peut lui aussi se sentir moins bien considéré que si tu prends le temps. Oui, je pense que moi j'ai fait par exemple beaucoup d'entretiens de mobilité pendant le confinement à distance. J'ai pas un seul salarié qui m'ait pas dit quand même ça aurait été mieux qu'on se voit en face à face. Ouais. Voilà, donc je pense pas que ça diminue l'engagement parce qu'on sait que c'est temporaire, mais c'est moins bien quand même. Voilà, on a besoin. Il y a une frustration. Ouais, je comprends et j'entends et je partage. Hein. Il se trouve que moi-même, j'ai dû embaucher c'était un process d'embauche, j'ai embauché un collaborateur pendant le confinement et donc j'ai dû faire son onboarding pendant le confinement. Ça s'est abouti sur un échec. Voilà. Parce que pour faire monter en compétence quelqu'un tout jeune, en plus c'est un jeune, donc à la limite ça serait entre guillemets un senior. Bon, ok, il y a un peu plus de bouteilles, mais un jeune qui sort de l'école, qui découvre le monde de l'entreprise. Bon, voilà. Donc je partage. En plus, vous êtes mieux placé que moi pour évoquer ça. On reste des hommes. Donc aujourd'hui, l'humain et effectivement le non-verbal, il y a plein de choses, quand je vous regarde, qui passent dans votre regard. Avec les vidéos, et en plus des vidéos des fois qui frisent un peu. Donc on coupe la caméra. Donc ça devient un peu plus compliqué. Après, bon, comme je suis forcément dans le monde de l'édition, donc un peu technologique, je pense qu'avec cette accélération, on va aller encore plus loin. Allez, je suis un peu provocateur. Donc, c'est votre PDG qui vous les déplacez dans les établissements, avec le robot et l'iPad. Ouais, effectivement, ça reste une caméra. Hein. Ouais, mais c'est assez génial quand même. Hein. Enfin, moi, j'ai vu la démo du truc, c'est bluffant quand même. Mais hein. imaginez, alors, hop, allez, soyons futuristes, futur of RH. Imaginez un hologramme. On va y arriver aux hologrammes. Voilà. Pas la même donne. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un peu technologie, hein, ce que je dis. Mais à un moment donné, effectivement, tout l'enjeu de l'évolution des technologies, et on n'en a pas parlé, on aurait pu parler d'intelligence artificielle, tout l'enjeu, c'est pas de se substituer à l'homme, mais c'est d'humaniser la technologie. Voilà. Et on a mis qu'un petit doigt. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut mettre des avatars tout le monde, hein, qu'au bureau, finalement, il y aura que des avatars et tout le monde sera allongé sur son lit. Hein. Juste un tout petit peu de pub. J'ai discuté récemment avec une jeune entreprise aussi, La Vitre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, justement sur la machine à café virtuelle. C'est très impressionnant. Vous avez donc une vitre, tac, tac, vous y tapez. Donc c'est un écran évidemment qui fait la hauteur d'un homme. Vous y tapez et celui qui se retrouve, alors eux, ils font les trucs entre Nantes et Marseille, arrive lui aussi devant sa vitre. Mais vous parlez comme on se parle là, c'est bluffant, mais vraiment bluffant. Et là, vous avez tout. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on est peut-être à l'aube de technologies qui vous permettront de faire sauter un certain nombre de ces barrières. C'est ça qui est intéressant. Hein. Et notamment, comme tout le monde, on a dû mener des projets clients en distanciel. Hein. On ne pouvait plus aller chez le client pour faire une analyse, pour faire une recette, etc. Donc, effectivement, on est tombé sur ce type de technologie pour animer une réunion, mais en ayant l'impression d'être dans la même salle. Absolument. Voilà. Bon, on s'éloigne un peu de l'engagement quand même, les amis. Voilà. Fallait pas inviter un C'est le risque de ces discussions que je veux les plus libres possibles. Non, il y a quelque chose d'important sur lequel vous avez toutes les deux insisté autour de ces outils numériques. Justement, on a ébauché le truc, mais je veux qu'on en parle vraiment. C'est ne pas sursolliciter. Ne pas créer, Sophie, tu m'as dit, ne pas créer de fatigue autour de ces outils. Quelles sont les bonnes pratiques là-dessus? Comment est-ce que tu peux... Je pense qu'on essaie
d'être très attentif à ça parce que, oui, je pense qu'on est tous très sollicités à titre personnel plus à titre professionnel. Donc un individu, c'est quand même la somme de tout ça, donc ça fait beaucoup de sollicitations. Et maintenant, les gens sont quand même très éduqués sur tous ces sujets-là. Ils voient très bien la qualité des outils qu'on leur propose. Ils voient très bien le côté on teste sur nous. Enfin, voilà. Donc il faut qu'on soit, je pense, très à la fois enthousiaste et circonspect, quoi, hein, et faire Très transparent, tu l'as dit, voilà. très Il y a important. très transparent. Alors il y a toute la question de la sécurité des données, hein, Ouais. aussi. Et il faut qu'ils voient qu'il y a un vrai. On voit très bien que maintenant, ils tombent pas d'entre guillemets dans le panneau d'un outil qui a un petit peu un goodies. Voilà, ils sentent tout de suite venir la chose. Et en plus, il y a tout l'aspect aussi de maintenance de tous ces outils-là derrière, hein, parce qu'ils ont l'air très simples. Ils sont très faciles à déployer. Donc nous, par exemple, on a un périmètre mondial. Le truc typique, c'est qu'ils ont trouvé un très bel outil localement, et puis tout à coup, ils arrivent vers nous. Ah, by the way, on aurait peut-être besoin d'une interface, d'un accès avec le mot de passe des entreprises, et nous, on rame un peu pour essayer de suivre là-dessus, quoi. Donc, il faut qu'on soit très attentif à tout ça. Donc, mais il y a beaucoup de possibilités. Il ne faut pas freiner. Je trouve que c'est un curseur assez compliqué à trouver entre tous ces outils qui sont tous très sympas et le fait qu'en même temps, il ne faut pas non plus aller vers tout parce que de toute façon, on ne peut pas non plus. Hein. Isabelle? Je suis complètement d'accord. Je pense que le balancier va revenir au milieu. Qu'on a effectivement expérimenté tous autant qu'on est tout ça, parce qu'encore une fois, c'était pas du télétravail, c'était un transfert forcé, et donc on a tous expérimenté. On s'est tous à un moment dit, cette réunion elle est trop longue, ces échanges-là ils sont trop fréquents ou pas assez, etc. Quand on interroge les managers sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise et que vous voudriez vraiment garder, la réponse c'est la rapidité de la prise de décision. Ça veut dire quand même que quand on arrive à établir ce balancier, on fait quand même des réunions, je pense, un peu moins longues. On va plus facilement droit au but. Voilà. Alors, il y a tous les inconvénients qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'avantages quand même. Hein, quand on fait les choses à distance, je pense qu'on est plus focus sur le résultat. Et puis qu'on a, nous, managers, toujours en tête la question de la déconnexion, en tête. Et qu'on ne peut pas avoir des salariés qui sont en permanence à répondre, etc. Donc, il faut optimiser le temps. On sait très bien comment ça se passe quand on est à la maison. Il faut optimiser son temps, il faut le gérer. C'est l'affaire de chacun aussi. Mais je pense qu'au niveau de l'entreprise, il faut vraiment être bien conscient de ce qu'on fait, de comment on le fait et de l'efficacité de tout ça. Ouais, voilà. C'est super important. Avec cette idée, je crois que c'est toi qui m'as dit ça, Sophie, qu'il n'y aura pas de deuxième chance. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qu'on met en place d'important, et encore une fois, on reste sur l'engagement, on n'a pas le droit de se rater parce que les salariés ne reviendront pas si jamais ça marche nous, pas. on a eu beaucoup cette réflexion-là, justement, sur les réseaux sociaux en entreprise. On n'a pas voulu... on a vraiment... en tout cas, moi, j'étais avant en finance, maintenant, je suis en ressources humaines, et on a vraiment attendu d'avoir le bon outil qui nous semblait pertinent. Voilà. Parce qu'effectivement, si on pousse... en plus, maintenant, on a tendance, on fait les choses bien, on fait de la com et tout, et si jamais ça passe pas, voilà, les gens, on ne vous donne pas une deuxième chance, c'est vrai. Donc, il faut... On a une espèce de crédit au départ, et il faut qu'on l'utilise... Des points de vie. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut Sylvain. qu'on l'utilise... Oui, on en revient sur le thème de l'efficience. Hein. Effectivement, je pense que la bonne utilisation des outils, la non-sursollicitation de l'ensemble des collaborateurs. Donc, on en revient aussi au management, hein, à l'évolution des modes de management que l'on doit plus orienter, peut-être plus individualiser, plus orienter autour d'un travail sur objectif et non plus par activité. Je pense que ça, c'est peut-être un des grands enjeux qu'on va avoir à affronter au niveau de la relation au travail. Alors si on rentre ça, parce que notre thématique, ça reste l'engagement, si on rentre cette phrase effectivement importante, hein, le manager qui doit se concentrer davantage sur l'objectif que sur l'activité, Ouais. qu'est-ce que ça change? Ça facilite l'engagement, ça... Avec des modes de travail où on va plus vers le télétravail et moins de présentiel, hein, il faut faire évoluer nos modes de travail pour pouvoir donner des objectifs à des collaborateurs qui, eux, vont travailler à distance ou de chez eux. Et à leurs mains. Exactement. Ouais. Donc on rejoint l'engagement, la motivation au travail, l'encadrement des collaborateurs. Tout à fait. Et moins de contrôle. Et moins de contrôle. Ah oui, Beaucoup effectivement. moins de contrôle. Voilà, Ah c'est oui, ça oui, la oui. grosse Alors, question. Pas de contrôle sur les activités, mais effectivement un contrôle sur les résultat. produits finis, enfin Du sur le résultat. résultat, exactement. Alors ça, c'est très anglo-saxon. Hein. Enfin, Mais on y va droit. En fait, je pense qu'un des grands changements de cette crise, la transformation que l'on vit, c'est aller vers ce type de relation au travail.
Alors, j'ai entendu beaucoup cette histoire de la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah bah oui, c'est une tarte Et, à la crème. et Isabelle, tu me dis, non, c'est n'importe quoi. Bah, je trouve que cette phrase est un oxymore. Cette phrase est un oxymore. Alors, C'est- c'est ce qui me permet de dire d'ailleurs que l'ensemble des débats que l'on a autour de Future of HR sont disponibles très largement sur notre plateforme. Donc, vous entendrez dans d'autres débats des gens défendre cette position de confiance et contrôle qui est au contraire une forme d'équilibre. Et que pour véritablement faire confiance, il faut quand même garder une dose de contrôle. Je pense que la confiance est là, upfront, a priori, et qu'ensuite elle se préserve plus ou moins bien en fonction des événements qui peuvent advenir entre le manager et son collaborateur. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Pour moi, ça ne veut rien dire parce que ça projette une idée du manager dont le boulot, justement, est de contrôler. Et je ne pense pas que le boulot du manager, ce soit de contrôler. Je pense que le boulot du manager, c'est de donner des objectifs, d'accompagner, de coacher, si on veut prendre un mot à la mode, mais en vérité, dans notre langue, d'accompagner, au sens vraiment premier du terme, c'est être à côté, expliquer, aider, donner les outils, donner les moyens. C'est ça le rôle d'un manager aujourd'hui. Et je pense que ça s'est révélé encore plus avec le confinement et la crise. Le manager qui contrôle, c'est pour ça que j'aime pas trop cette phrase. Ah, mais c'est intéressant. Je l'ai jamais aimée, je l'ai jamais aimée. Mais cette phrase, pour moi, au-delà d'être un oxymore, elle projette une vision du manager qui n'est pas une vision moderne et qui n'est pas la vision surtout dont on a besoin. C'est pas c'est pas ce qu'attendent les salariés et ça va pas aider les entreprises. Et ça n'a pas été l'engagement pour revenir sur notre sujet. Pascal. Alors, je pense que l'engagement, il va beaucoup dépendre du modèle qu'on va inventer, parce qu'on ne va pas revenir totalement en arrière. On a des outils qu'on a plus ou moins bien utilisés. C'est qu'est-ce qu'on va recréer comme modèle derrière pour à la fois avoir plus de travail à distance et comprendre exactement en quoi les interactions sont, à quel moment elles sont absolument nécessaires, et redéfinir en fait une forme de travail plus mixte que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a une attente là-dessus et qui va générer de l'engagement normalement si on arrive à trouver le bon équilibre. Et donc c'est une formidable opportunité maintenant, travailler avec ces outils. Voilà, c'est ça. Et sur le rôle que peuvent y jouer les outils digitaux, cette idée de faire attention, de ne pas sursolliciter, avec l'ensemble de ces goodies que nous décrivait Thierry. Ça, c'est sûr, mais ces outils permettent d'accéder à une forme de personnalisation à grande échelle qu'on ne peut pas avoir avant. C'est ça, en fait, la digitalisation de tous les métiers RH, c'est quand même qu'on arrive à avoir des informations personnalisées à grande échelle, et à grande échelle, ça veut dire à un coût moindre, etc., et qui permet derrière d'avoir des actions. Alors sans action, ça ne sert à rien, mais de mettre en place des actions et donc d'aller vers un modèle un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et en termes managériels, par exemple, est-ce qu'on est prêt à accepter ce lâcher-prise, Je ne sais pas, moi j'avais à une époque quelqu'un dans mon équipe qui adorait travailler en gros entre 20h et 24h, et minuit. Est-ce qu'on accepte ça? Je veux dire, c'est le vrai lâcher-prise, il serait vraiment d'être que sur les objectifs, le résultat. Évidemment, pourquoi tu le refuserais? On entend beaucoup. C'est compliqué pour certains managers. Moi, j'ai entendu des commentaires, pendant le confinement, j'en voyais qui étaient à la plage. Voilà. Alors, ils n'étaient peut-être pas à la plage. Et puis ici, les objectifs, l'important finalement... Mais c'est quand même une sacrée révolution. Je pense qu'il ne faut pas Révolution culturelle. Une révolution culturelle. Et je pense, c'est là que je dis que peut-être entre pays anglo-saxons, pays, en tout cas en France, je pense que c'est quand même encore une révolution. D'être dans ce lâcher-prise et de se dire, on est sur les objectifs. Mais c'est là où, et enfin on va conclure ensemble, c'est là où, pour le coup, la digitalisation et les outils digitaux peuvent énormément faciliter les choses, peuvent réconcilier en fait celui qui... Ça peut devenir très intrusif. L'outil digital, on sait à tout moment si les gens sont connectés, pas connectés. Il y a déjà des outils qui ont été développés pour monitorer tout ça. Oui, mais je pense qu'il faut faire attention à l'usage. Parce que vous avez raison, finalement, on peut mesurer que le gars est à son travail, et quand est-ce qu'il est connecté, quand est-ce qu'il se déconnecte. Et avec la caméra, pas l'ordinateur allumé, physiquement la présence. Là c'est Big Brother, quoi. Si on tombe là-dedans, on est tous morts. Là, on tue la créativité, on tue l'autonomie, et là, on tue la confiance. Si on tue la confiance, il n'y a plus d'engagement. Après, les outils digitaux, ils permettent de mieux, si on le regarde différemment,
Rapidement, À mon Thierry, sens, on est au ouais, bout. On est au bout. on va donner plus d'équité. Si on les utilise pour mesurer, par exemple, au sein d'une communauté, qui est actif dans cette communauté. Donc la vraie contribution, pas le temps de présence virtuelle, mais la contribution, parce que le gars, il est dans 1, 2, 3 communautés décilotées, donc il participe au décilotage, et il est contributeur à la communauté parce qu'il publie, réagit. Voilà, ça, à la limite, voilà, ça, c'est ce gars-là, faut le récompenser. Et c'est peut-être le même gars qui, face à son manager, pétochait dans l'entretien professionnel, l'entretien de fin d'année, parce que c'est pas un grand communicant. Donc, c'est Non, toujours mais c'est l'usage très qu'on en bien, fait. très- C'est toujours l'usage Très qu'on en fait. intéressant, très intéressant. Oui, de toute façon, les outils- Gilbert, c'est toi qui vas faire la conclusion. Tiens, voilà, allez, Délégation. tu y as droit. Non, alors, Voilà, je voulais voilà. juste finir. Oui, mais Rebondir, justement, c'est que mais les c'est là outils le digitaux problème. sont- C'est le ne sont- mistigris, tu sais. À un moment, quand tu l'as, tu Les l'as. outils digitaux ne sont pas là pour calquer finalement des modes de travail que l'on avait avant. On ne va pas les utiliser pour aller mesurer l'activité des personnes. Ils sont bien là pour pouvoir apporter un renouveau et travailler. On parlait de travail sur objectif, pour permettre aux personnes finalement de s'adapter et pouvoir faire leurs activités, mais avec les outils d'aujourd'hui. Donc ne les utilisons pas pour recalquer des modes d'avant, mais ça. effectivement pour évoluer. C'est la transformation sur laquelle on travaille. Voilà. Super conclusion. Non, parce qu'on n'est plus sur l'engagement, on est très loin de l'engagement et de la Non, motivation des collaborateurs. Mais bon. Non, mais en tout cas, dans un cadre général de Future of HR, se dire l'outil digital, si c'est pour reproduire en digital ce que vous faisiez avant, c'est même pas la peine, c'est du temps perdu. Clairement. La digitalisation doit s'associer à une modification profonde du Des management. modes de management, oui. Voilà. Ah oui, absolument. Ta conviction, Oui. Sophie, c'est ta conviction? Oui, tout à fait. C'est la conviction partagée autour de cette table. Voilà. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Donc, je le répète, l'ensemble de nos tables rondes sont disponibles en permanence sur notre plateforme. Et puis, les experts sont là aussi, en temps réel, à vos côtés. Et donc, n'hésitez pas à demander et à prendre des rendez-vous pour continuer cette grande aventure. Merci à tous.